Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Un grand merci de votre présence à ce live, à ce webinaire Congé maternité et carrière. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir trois femmes fantastiques. On a Clémence Coglan, cofondatrice de Chance, Caroline Ramad, CEO de 15 Tech, et Alice Gorias, qui est coach professionnel et coach chez Chance. Donc, en attendant, on vous propose de vraiment poser toutes vos questions pendant ce live. Le but, c'est qu'il soit le plus interactif possible. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions. Je m'occuperai de les poser au fur et à mesure à nos magnifiques speakers. Et puis, Clémence, je vais te laisser la parole pour que tu puisses un peu nous parler de ton histoire en tant que cofondatrice de Chance, jeune maman, reconversion professionnelle. Donc voilà, je te laisse la parole pour commencer. Super, merci Juliette. Bonjour à toutes, c'est un plaisir d'être ici, c'est un plaisir d'introduire ce webinaire sur le congé maternité et la carrière. C'est un sujet qui me touche personnellement, d'ailleurs tellement personnellement que mon fils est derrière moi. Si il pop-up dans l'écran, je m'en excuse d'avance. Petit problème de garderie, voilà, ça, c'est les aléas en direct. Effectivement, donc on dit souvent que les changements, notamment professionnels, sont liés enfin, les changements dans la vie de manière générale sont liés à parfois des chocs, qu'ils soient positifs ou négatifs. En l'occurrence, un enfant, en ce qui me concerne, c'est un choc très positif. Et dans mon parcours à moi, j'ai eu deux grands chocs, on va dire. Et je vous propose de vous en parler un peu plus. Donc, au départ, si vous voulez, je ne sais pas si certaines se reconnaîtront, je fais partie de ces gens qui ne voulaient pas trop prendre de décision. Voilà. Donc, j'ai fait ce que j'appelle mon triptyque de l'indécision. Donc, j'ai fait un bac ES, puis une école de commerce, puis du conseil, en l'occurrence de la fusion-acquisition, pour surtout ne pas me fermer de porte, surtout être dans un truc assez mainstream et pas trop m'engager sur quoi que ce soit. Et puis un jour, évidemment, c'était pas tenable. Évidemment, ça ne pouvait pas durer. Et au bout de 5 ans, j'ai raccroché ça, démissionné pour me lancer aux côtés de Ludovic, qui est donc mon associé, dans un projet un peu fou, un peu extra, dans lequel je suis toujours aujourd'hui, qui est donc Chance. Et qui vise à aider les gens à justement découvrir ce qu'ils veulent faire professionnellement pour qu'ils soient plus épanouis, puisque évidemment, on le dit souvent, on fonde souvent des sociétés pour répondre à son propre besoin. En l'occurrence, moi, c'était le cas. Et j'ai trouvé dans Chance ce qu'on appelle chez Chance un environnement et puis une finalité auquel je crois beaucoup, donc la cause qui m'intéresse le plus, dans laquelle j'ai envie de m'investir, et puis un environnement assez dynamique, très chaotique presque, qui m'allait parfaitement, puisque c'est parfaitement en adéquation avec qui je suis. Et puis par contre, j'ai eu une activité très orientée finance, puisque je venais de ce monde-là, que c'était ce que je savais faire, que ça faisait du sens. Et de toute façon, au départ, dans une société, on fait un peu tout et n'importe quoi. Et puis, mais bon, au bout d'un moment, effectivement, je me suis quand même assez spécialisée en finance. Et puis un jour, je suis tombée enceinte et j'ai eu mon fils, Charlie, qui a aujourd'hui 3 ans et demi. Et ce moment-là a été assez ça a été un tournant, c'était un fameux choc positif, mais un fameux choc qui a fait que j'ai décidé de sérieusement me poser des questions sur ce que je voulais faire, notamment dans mon quotidien. Donc, autant la cause pour laquelle je travaille reste celle dans laquelle j'ai envie de m'investir, l'environnement dans lequel je suis reste celui dans lequel j'ai envie d'être. Néanmoins, ce que je fais au quotidien ne faisait pas autant de sens qu'avant, surtout dans le contexte où le temps que je passe à mes tâches quotidiennes, c'est du temps que je ne passe pas avec mon fils. Et donc, il devenait de plus en plus urgent pour moi de trouver quelque chose qui, ok, pour ne pas être sans arrêt avec mon enfant, que j'aime par-dessus tout, mais j'ai fait le choix de ne pas être mère au foyer et voilà, de continuer à travailler. Mais pour autant, j'avais besoin que mes tâches quotidiennes soient quelque chose dans lequel je sois, qui m'épanouisse, quoi. Donc,
Donc à ce moment-là, avec mon associé, on en discutait et on se disait mais en fait pourquoi est-ce que je ferais pas Chance pour moi, tout simplement finalement, et me l'appliquer à moi-même. Donc j'ai commencé Chance il y a à peu près 1 an et demi. Donc Chance, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, c'est un parcours digital 100% en ligne pour aider à trouver donc le job qui vous rendra heureux et qui s'appuie sur une sorte de double dynamique. D'un côté, vous avez l'auto-coaching qui est toutes les activités en ligne sur une plateforme qui vous permet de vous préparer en amont de séances de coaching avec qu'on appelle le vidéo coaching, donc un coach professionnel en vidéo call. Et ce parcours dure environ 12 semaines en fonction des gens et des besoins. Et vous passez à travers un certain nombre d'étapes. Hein. Donc la première, c'est l'introspection, c'est faire un peu de bilan sur ce que vous aimez, vos aspirations, vos moteurs, etc. Puis vous partez un peu plus dans l'exploration. Donc là, l'idée, ça va être de traduire ce que vous avez découvert dans l'introspection dans de l'exploration et de l'appliquer au monde professionnel, essayer de voir ce que ça pourrait donner. Puis une phase de validation, s'assurer que c'est bien ça qui vous va et pas partir dans une direction un peu sur un coup de tête et puis dans 6 mois dire oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait. Et enfin la phase d'action, c'est-à-dire la phase d'atteinte de cet objectif. Et chez Chance, on définit un projet professionnel sur 4 piliers. J'en parle parce qu'il y en a un qui est particulièrement important pour ce sujet-là, qui sont donc le métier, hein, donc les tâches quotidiennes dont je vous parlais, la finalité, la cause pour laquelle vous vous levez le matin, ou le public potentiellement, l'environnement, donc dans quel type d'environnement, quel type de niveau d'autonomie, quel type de management vous avez envie d'avoir, et enfin le 4e qui est les impératifs. Et les impératifs, c'est à la fois géographique, donc où est-ce que vous habitez forcément, salaire, hein, votre niveau de vie, de quoi vous avez besoin pour vivre, et horaire. Et évidemment, à ce moment-là précis, moi, l'impératif avait changé. J'avais un enfant à charge, des crèches à gérer, une envie de passer plus de temps avec lui également. Et il y avait ce mal-être au niveau du rôle, donc de mes activités quotidiennes, qui n'était pas assez satisfaisant au vu du sacrifice que je faisais de laisser mon fils de côté. Du coup, ce programme m'a beaucoup aidé et là, évidemment, je suis un peu biaisée, mais n'empêche que c'est vrai, à titre très personnel également, pour faire un choix assez particulier, puisque j'ai décidé de raccrocher la casquette de CFO et de passer la main et de partir dans un tout autre voie, qui est donc le product management, qui est un métier du monde de la tech qui vise à aider traduire une vision en un produit qui est visible et qui peut s'expérimenter auprès des utilisateurs. Voilà, et je suis absolument ravie. Ça se passe très bien. Il n'empêche que je reste aussi cofondatrice de Chance, et donc c'est d'une certaine façon un peu mon deuxième bébé. Et donc forcément allier les deux, vrais bébés, parce que faut pas non plus comparer ce qui est pas comparable, mais mon vrai bébé et puis mon bébé professionnel, on va dire, reste un challenge à quotidien, mais là j'ai cette sérénité d'avoir trouvé un équilibre et puis et une cause, encore une fois, et des choses que je fais au quotidien qui me plaisent énormément. Donc voilà un petit peu pour l'introduction. Je suis ravie de vous laisser aux mains de Alice et Caroline et Juliette également pour ce webinaire. J'espère que vous allez pouvoir poser toutes vos questions. N'hésitez surtout pas. Très bonne écoute et à bientôt. Merci beaucoup Clémence. Et donc, on voit qu'on a déjà des questions qui commencent à arriver. Mais je vais laisser la parole du coup et là à Caroline également pour que justement elle nous parle de son histoire personnelle, parce que je suis sûre qu'elle va déjà répondre à quelques questions. Bonjour à toutes et peut-être à tous. Peut-être qu'on a des hommes qui s'intéressent au congé maternité, après tout on l'espère. Donc moi je suis Caroline Ramat, je suis la fondatrice d'une startup qui s'appelle 50 Tech, dont l'ambition c'est d'avoir 50% de femmes dans la tech d'ici 2050. Donc voilà, des femmes comme Clémence et des femmes qui évoluent dans cette industrie. Pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui on ne peut pas continuer d'inventer le futur sans 52% de l'humanité. Et donc à titre personnel, toujours très, très engagée sur les questions d'égalité femmes-hommes. Je suis membre du conseil d'administration de ONU Femmes en France. Et avant ça, avant d'être entrepreneur, j'ai d'abord été finalement toujours intrapreneur. Et c'est un peu comme ça que j'ai conduit ma carrière et deux congés maternité, deux filles qui passent derrière, que vous pouvez voir, qui sont beaucoup moins
calmes que le fils de Clémence, manifestement. J'ai essayé de les canaliser, mais bon, elles sont grandes et elles sont en vie, donc vous les écouterez sûrement à un moment donné parler. Et donc, du coup, oui, j'ai eu deux filles à 31 et l'autre, je crois, 34 exactement. Donc, j'ai eu le temps d'avoir de commencer ma carrière et ça n'a jamais été un frein pour moi parce que j'ai toujours vu ça comme en fait une chance exceptionnelle dans mes différents backgrounds. Donc avant ça, je travaillais à la mairie de Paris, donc où j'ai fini comme responsable adjointe de tout le département numérique de la ville. Et juste avant, j'étais directrice de Willa, donc ex-Paris Pionnière, qui est un incubateur dédié aux femmes entrepreneurs. Vous voyez à quel point dans la tech. Donc je suis très très investie sur ce sujet. Mais mes enfants, je les ai faits quand j'étais à la mairie de Paris, où je suis restée 6 ans, mais j'ai fait 3 différents jobs. En fait, j'étais d'abord à l'échelle d'une mairie où j'ai conseillé le maire du 18e, Daniel Vaillant, à l'époque, où j'étais la conseillère presse et communication. J'ai fait ce premier job, je travaillais je pense de 8h à minuit. Les élus, vous savez, ils travaillent le soir, quoi. Donc, en fait, moi, je commençais très tôt, mais je finissais très tard. Et je travaillais comme une malade. Je me rappelle, c'était fou, quoi. Je n'étais pas non plus hyper bien payée, mais je m'en foutais. Je voulais apprendre. J'étais dans une logique d'apprendre. Et puis bon, c'est présenté j'ai eu ma fille. Ce qui est très dur dans les premiers mois, c'est que les 3 premiers mois, on peut rien dire. La première fois, c'est voilà. Mais quand je me suis arrêtée, un truc extraordinaire m'est arrivé, c'est que j'ai réalisé que je bossais de 8h à minuit pour des citoyens, hein, des gens qui en fait n'étaient absolument pas impactés par la communication que je faisais. Donc, je bossais comme une malade et en fait, on n'avait pas les bons canaux. C'est là que j'ai basculé dans le numérique. Et donc, en fait, finalement, ce congé, donc moi, ça a été une première fille, difficile parce que je savais pas ce que c'était, un tube digestif, je l'appelais ça au démarrage. Je l'ai sursollicité, du coup, elle faisait AEI-OU à 3 mois, elle disait maman et papa à 6 mois parce que je savais pas ce que c'était un enfant. Donc, je pense que j'ai eu un peu de mal à processer au démarrage. Mais en même temps, par rapport à ma carrière, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai réalisé que je bossais comme une malade et qu'en fait, c'était pas l'endroit où je devais être, que finalement, il y avait que le flyer à la boulangerie que je voyais sur une communication. Et donc, premier moment de step back, et je me dis, putain, en fait, à quoi ça sert? Pourquoi je passe mon énergie à travailler comme une malade avec en fait très peu de résultats? Donc, finalement, moi, comment j'ai vu ça? Toujours comme un congé d'innovation, parce que je me suis dit, en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, soit je change, soit j'utilise d'autres canaux. Donc, j'ai commencé par utiliser d'autres canaux à mon retour de congé maternité, c'est-à-dire en privilégiant le numérique et le digital, c'est l'émergence de Facebook. Oui, je suis un peu vieille, j'ai 42 ans. Non, je rigole. Non, mais dans la tech, je suis un peu une dinosaure, quoi. Et donc, du coup, j'ai vu ce premier step-là. Donc, je me suis dit, putain, en fait, le digital et le numérique, c'est vraiment un levier formidable que je disais pour les citoyens, que je disais après pour les femmes. Et le deuxième moment, j'avais basculé à la mairie de Paris, j'ai géré 11 élus, c'était un travail aussi colossal. Donc, je suis revenue, j'ai dit, OK, j'avais fait la campagne d'Anne Hidalgo, je me suis dit, OK, je veux ce poste, je veux maintenant être haut placé pour gérer la stratégie numérique de la ville. Je n'ai pas eu exactement le poste que je voulais, mais bon, je me suis dit, déjà, on fait un truc. Et puis, je me suis rendu compte que finalement, en revenant, j'ai eu le titre, mais j'avais pas l'appétence, j'avais pas envie, j'en avais un peu marre, en fait, de faire tout et de finalement pas incarner ce leadership. Et donc, j'ai décidé, à chaque fois, la première fois, c'est 4 mois, et la deuxième fois, c'est 8 mois. Et je me dis, mais en fait, vas-y, change. C'est pas grave, change. Trouve le truc qui va te perdre. Donc, il n'y avait pas chance à l'époque. Je l'ai fait moi-même. Je me suis donné 2 mois. J'avais pas d'occasion. Et puis, tout à coup, sérendipité. Paf, on me propose ce job. Je m'occupais un peu de toutes les startups et d'innovation à la mairie de Paris et de diriger un incubateur. Je me suis dit, ça, c'est génial. Et en fait, j'ai toujours conduit cette carrière comme une intrapreneur. J'ai jamais attendu de mes responsables qui me donnent des goals dans ma vie ou est-ce que je dois networker pour réussir. En fait, je me suis dit, je prends ce que j'ai à apprendre et à un moment donné, ça basculera dans l'histoire que je dois donner à ma carrière. Et donc, je ne les ai pas pris en considération du tout. Voilà. En revanche, je me suis beaucoup écoutée sur qu'est-ce que ça génère chez moi. Et voilà. Et j'ai aussi souvent dit, et c'est là-dessus fini pour passer la parole à Alice, qu'elle puisse partager sa propre expérience qui est très riche. Je me suis aussi dit, pauvres hommes qui n'ont pas cette chance de s'arrêter à un moment donné dans leur vie, qui arrivent à 50 ans, qui majoritairement font un burn-out global. Généralement, on jarte sa femme, on jarte la famille, on jarte le job, parce que eux, ils doivent sans arrêt progresser dans des trucs avec des logiques de machin, sans en fait pouvoir à un moment donné step back. Et
Et ben voilà, donc ça c'est mon autre combat maintenant de militante féministe. Je pense que le congé paternité est une nécessité et ça sera la condition absolue pour que ce congé maternité ne soit pas vu par les entreprises comme un poids, mais comme finalement un truc normal. En fait, il faut bien qu'on s'en occupe. Hein. À un moment donné, ils sont nés, donc est-ce que c'est vraiment un congé? Mais voilà, ça participe quand même à la reproduction mondiale, et donc c'est une nécessité, quoi. Enfin, c'est une nécessité de vie, quoi. Voilà. Merci Caroline. Prendre la parole sur cette nécessité de vie, c'est génial. Moi, je m'appelle Alice. Peut-être que certains m'ont déjà croisé au détour d'un autre webinaire ou pas. En tout cas, moi, je suis ravie d'être là. Moi, je suis actuellement en congé maternité de mon 3e enfant. Et en effet, je confirme, ce n'est pas du tout des vacances. Hein. Là, j'ai de la chance parce qu'ils sont les 3 avec mon mari. Et donc, je pense pour moi que c'est vraiment une histoire de couple d'avoir des enfants. Mais tout ce que je vais vous dire, moi, c'est mon histoire personnelle. Et je pense vraiment que sur ce sujet qui nous tient vraiment particulièrement à cœur, on ne peut pas dire qu'il y a une bonne manière de faire. Je voyais notamment des échanges là entre Tamara, Sabrina, Leïla sur le fait d'entreprendre. Moi, je veux raconter mon parcours. Je suis actuellement à mon compte depuis 1 an et demi et j'ai eu mes enfants, j'ai eu 2 de mes 3 enfants au moment où j'entreprenais. Donc, c'est tout à fait possible. Mais voilà, à chaque fois, et moi, c'est vraiment mon parti pris de coach, c'est de dire, il y a les histoires de chacune. Mais il y a ce que vous voulez en faire, ce qui vous parle, ce qui fait du sens pour vous. Et notamment parce que ça peut être très culpabilisant dès qu'on parle de maternité. On peut tomber dans des discours très culpabilisants de il faut des enfants, il faut pas d'enfants, il faut ci, il faut ça, il faut s'arrêter, il faut allaiter, et qu'il y a déjà bien assez de sujets qui vous feront culpabiliser. Donc moi, je vais vous raconter mon histoire, et je pense que Caroline pareil, elle raconte son histoire, mais chacun. Enfin voilà, vous êtes chacun et chacune responsable et libre de mener votre vie comme vous voulez. Donc moi, j'ai un parcours, j'ai commencé en ressources humaines dans une grande banque et pareil, j'ai trouvé du sens, je m'éclatais, c'était génial. Et puis à un moment, je me suis réveillée un jour à 27 ans et je me suis dit, mais en fait, si je reste, c'est pour la sécurité de l'emploi, mon travail n'a plus de sens. Et là, mes collègues, mes amis notamment, m'ont dit, mais attends, mais c'est trop dommage de partir, tu vas te marier dans 6 mois, potentiellement tu seras enceinte dans 1 an et demi, profite du congé mat des grosses boîtes. Je me suis dit, mais je ne vais pas commencer à rester dans mon bureau, enfin dans mon travail, juste pour le potentiel congé mat qui est très avantageux dans les grandes entreprises, alors que ça n'a pas de sens pour moi. Après, peut-être que d'autres feront un choix différent parce que pour elles, ça a du sens d'attendre un congé mat et d'avoir cette sécurité de l'emploi, cette sécurité du congé mat. Moi, je courais pas après la sécurité. Et donc, je suis partie de cette grande boîte et j'ai cherché du travail. Mais du coup, j'étais enceinte. Enfin, je suis tombée enceinte et trouver. Alors ça, c'est un vrai sujet aussi de comment trouver un travail salarié quand on a un gros ventre. Alors en l'occurrence, j'avais pas encore de ventre, mais je suis assez honnête. Donc, je disais aux entretiens que j'étais enceinte en me disant, j'ai 6 mois devant moi, c'est l'équivalent d'un CDD, les gens vont me prendre. Et tout le monde m'a dit, vous avez un super parcours, mais revenez nous voir après votre congé mat. Donc moi, je me suis retrouvée un peu comme une couillonne avec mon bébé dans mon ventre et pas de boulot. Et je me suis dit, c'est pas grave, je vais me lancer à mon compte. Et donc, je me suis mise en auto-entrepreneur. Et je pense que la question de est-ce qu'on peut entreprendre avec un projet de grossesse, moi, je ne me la suis pas posée parce que pour moi, c'était possible. Et que tout ça, ça revient souvent aux croyances qu'on a sur nous-mêmes, sur l'entrepreneuriat, sur la maternité, sur la carrière, sur l'entreprise de manière générale. Et pour moi, c'était faisable, donc je l'ai fait et ça s'est bien passé. Et j'étais à mon compte, mais je me suis rendu compte, donc je me suis mise à mon compte en auto-entrepreneur pour faire de l'accompagnement de carrière. J'étais pas encore coach certifiée, donc je me suis pas appelée coach, mais je faisais de l'accompagnement de carrière pour les jeunes qui cherchent un sens à leur vie. Et je me suis rendu compte après que j'adorais mon métier, mais qu'en termes de rythme de vie, la plupart des jeunes étaient soit en poste, soit en études, lycéens ou étudiants, et donc étaient disponibles le soir et le week-end, et que c'était plus compatible avec ma vie de femme, de maman. Et donc, j'ai choisi de retourner en entreprise, notamment parce qu'on avait aussi un projet de 2e enfant. Et alors là, la plupart des gens vous diront, tu vas en entreprise, puis après, une fois que tu as validé ta période d'essai, tu fais ton 2e enfant. Moi, j'ai choisi une entreprise, j'ai choisi notamment un manager dans cette entreprise, le manager qui, en entretien, m'a dit qu'il avait des enfants, ça lui arrivait de partir à 4 heures, déjà c'était un homme, ça lui arrivait de partir à 4 heures de l'après-midi s'il fallait assister au match de foot de ses enfants parce qu'ils étaient à fond. Non, je ne crois plus que c'était du foot, mais bref, et qui rebossait chez lui le soir et qui me disait, mais nous, tant que tu fais le job,
tant que tu atteins tes objectifs, et en plus, c'était un cabinet de conseil, donc en l'occurrence, c'est facile de voir les objectifs, enfin, tout est assez traqué. Et du coup, il me disait, tant que tu fais le job, après, tu es libre de t'organiser comme tu veux. Donc, moi, c'est ça qui m'a plu. Donc, j'ai été vers une entreprise qui me permettait d'avoir une vie de maman et un équilibre vie pro, vie perso qui me convenait. Parce que je pense qu'il faut, on en parlait avec Caroline quand on préparait ce webinaire, sur l'importance du choix de l'entreprise. Et je pense que Caroline, tu pourras peut-être en reparler tout à l'heure. Mais du coup, moi, voilà, j'ai choisi l'entreprise, j'ai choisi mon manager et j'ai été dans cette entreprise. Bon, et 3 mois après, j'étais enceinte. Et donc là, la question que se posent beaucoup de personnes, c'est est-ce que j'annonce, est-ce que j'annonce pas? J'attends les 3 mois un peu réglementaires. Mais pareil, tout ça, c'est des histoires de croyances et de culture personnelle, familiale. Moi, je trouve qu'avoir un enfant, c'est un événement incroyablement joyeux et qu'il y a 80% de chances que le bébé tienne et qu'il n'y ait pas de fausse couche. Donc, je me suis dit, bah, je fais confiance au stat et je l'annonce. Je l'ai annoncé que à mon manager pour pas non plus l'annoncer à tout le monde parce qu'après, c'est quand même difficile. Mais je me suis dit, je veux lui annoncer pour déjà t'es en période d'essai, t'es enceinte, c'est déjà, ça peut être considéré comme un truc un peu culotté, mais du coup je me suis dit je vais lui dire et si jamais il m'arrive quoi que ce soit, je veux aussi qu'il soit dans la boucle. Mais j'ai pu lui dire parce que j'avais déjà noué un lien de confiance avec lui sur ce sujet de la parentalité, parce que c'est quelque chose que j'avais validé un peu auprès de lui pendant l'entretien. Et donc voilà, on a pu faire ça et après quand tu annonces que tu es enceinte, les gens réagissent comme ils peuvent. Et que parfois on a des réactions qui nous plaisent pas, mais il faut aussi, c'est pas pour ça que les gens sont pas heureux pour vous, c'est pas les managers ont le droit aussi de voir que ça peut les mettre dans la merde plus tard. Et il faut leur laisser aussi la possibilité de réagir comme ils veulent, sans le prendre perso, sans se dire mais ça y est, et se forcer à bosser encore plus. Enfin moi je dis il faut, j'aime pas dire il faut, mais voilà, je trouve que pour moi c'était important de leur en parler, notamment parce que j'étais épuisée mon premier trimestre et il faut vraiment, si vous avez des projets de grossesse et que vous n'avez pas encore d'enfants, sachez que le premier trimestre peut être très difficile à vivre. Et donc, si vous le cachez à votre entreprise, ça peut être un peu double peine, quoi. Parce que du coup, ils vous aident pas, ils vous soutiennent pas, ils vous allègent pas dans votre charge de travail. Donc, voilà, c'est toujours se reposer la question de quoi vous avez envie, de quoi vous avez besoin. Et moi, en l'occurrence, je l'ai annoncé tout de suite. Et bon, manque de peau, quand je suis retournée après mon congé mat, la boîte s'est fait racheter par un grand groupe. Mon travail n'avait plus d'intérêt, donc je suis repartie de cette entreprise, de ce cabinet de conseil. Et au moment de créer l'entreprise que j'ai aujourd'hui, qui s'appelle Camino & Co, qui est un cabinet de conseil, donc je suis à mon compte, j'ai eu un autre désir d'enfant. Et donc, j'ai créé Camino & Co en octobre et j'ai accouché de Lou un an après. Donc voilà, donc j'ai eu ma grossesse en même temps que ma première année d'activité. Donc vous voyez, j'ai eu à la fois le côté j'ai pas de boulot, j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie d'un bébé, je fais les deux en même temps. Il y a eu la version je suis salariée, j'ai envie d'un enfant, est-ce que c'est le moment? Je suis encore en période d'essai, est-ce que c'est le moment? C'est pas le moment. En fait, moi je me suis dit mais en fait c'est le moment pour qui? Est-ce que je fais mon enfant par rapport à mes managers? Est-ce que je fais mon enfant par rapport au timing de la boîte, de mes clients? Ou est-ce que je fais un enfant parce que c'est le bon timing pour mon mari et moi? Et moi, j'ai opté pour cette version-là. Et donc, j'ai cet enfant salarié. Et puis, le troisième, j'ai créé mon entreprise en même temps que j'ai eu mon enfant. Et je trouve que dans le sujet à mon compte vs salarié, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Parce que quand on est à son compte, oui, on a de la flexibilité, oui, on peut gérer notre rythme, notre travail a du sens, mais il y a le stress financier, il y a aussi la pression de trouver des clients, de démarcher, de si vous bossez pas, forcément l'activité se produit un peu moins. Et encore, je pense que ça dépend des entreprises qu'on a créées et de l'activité de chacune. Et à son compte, et quand on est salarié, on a la sécurité du salaire qui tombe. On a aussi un collectif parce que, en tout cas, en tant que coach, on peut être assez seul. Et du coup, quand on est enceinte et tout seul, c'est pas aussi, on vit pas la même grossesse que quand on a des collègues à qui on raconte les échographies, on est à la machine à café, on raconte les choix des prénoms. Enfin, voilà, le côté collectif d'une entreprise peut être aussi agréable et importante pour certaines. Après, voilà, le sens que vous allez trouver dans votre travail, les contraintes, le rythme, la flexibilité, tout ça sont des choses à prendre en compte et notamment à prendre en compte parce que ça va impacter votre grossesse aussi. Donc, en termes de santé et de sécurité pour votre propre bébé, le stress, l'hyperactivité, c'est pas toujours très bon.
Et puis moi, la question que je trouve vraiment essentielle, c'est qu'est-ce que vous voulez transmettre à votre enfant? Quels parents vous voulez être pour votre enfant? Est-ce que vous voulez être une working mom qui investit à fond sa carrière et qui montre un exemple de femme qui aura brillamment réussi dans une entreprise, qui aura gravi des échelons, qui sera manager, qui sera hyper épanouie? Est-ce que vous voulez montrer le fait que c'est possible d'entreprendre? Est-ce que vous voulez passer du temps avec vos enfants, choisir de vous mettre à 4/5e, à mi-temps, choisir d'arrêter de bosser aussi, parce que c'est pas… Enfin voilà, faut aussi dire, bah, ça peut être OK d'arrêter de travailler un certain nombre d'années pour s'occuper de ses enfants. Donc voilà, donc c'est qu'est-ce que vous voulez transmettre à vos enfants, qu'est-ce qui est OK pour vous, qu'est-ce qui est OK pour votre couple. Voilà, moi je pourrais parler des heures sur ce sujet, donc je vais peut-être donner la main à Juliette et Caroline et voir s'il y a des questions déjà sur lesquelles on peut répondre. Notamment, j'ai vu qu'il y avait des conseils sur quels conseils on peut donner à des mamans qui reprennent, à des managers, à des RH. Enfin, voilà, je te laisse la main. Tout à fait. Merci Alice et Caroline pour ces présentations. En effet, donc il y a eu plein de questions et déjà plein de remarques parfois hallucinantes qu'on a pu lire sur le chat. Est-ce que à un moment, Caroline, quand on a préparé le live et Alice a commencé à en parler, nous donner un peu des conseils ou des tips sur comment choisir une bonne entreprise et également, il y a Julie qui a posé une question, finalement, comment annoncer ma grossesse sans culpabiliser mon manager? Alors moi, je trouve que c'est hyper bien ce qu'a fait Alice, c'est-à-dire que de tester en fait son entreprise. Il y a plusieurs tests qu'on peut faire sur le salaire, sur comment c'est quoi la conception de la politique de congé maternité et de congé paternité en interne. Et nous, c'est ce qu'on fait beaucoup chez 15 Tech. Vous savez, on recommande des entreprises où il fait bon travailler dans la tech. Vous savez qu'il y a un problème de toxicité un peu problématique, et donc on recommande les entreprises où il fait bon pour travailler en termes de rétention et de promotion et d'égalité et d'équilibre aussi vie pro, vie perso. Donc on demande aux entreprises d'afficher clairement leur politique et ce qu'ils pensent et ce qu'ils font pour aider notamment sur ce sujet. Et donc je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est que, enfin, si on parle de l'empowerment, le pouvoir d'agir, on a un pouvoir qui est très fort, je veux dire, à titre individuel, mais donc du coup, en tant que femme, c'est aujourd'hui de choisir. Alors, notamment quand on est dans le numérique et le digital, parce qu'on a plus de choix peut-être, aujourd'hui, on est très sollicité. Et donc, on peut tester aussi l'employeur au moment où on a l'embauche. Donc, je pense que ça, c'est hyper important de prendre ce qu'il y a à prendre, de comprendre l'environnement dans lequel on va aller. Et si c'est important à un moment donné pour vous, ne pas se retrouver dans un environnement de travail complètement toxique où on se retrouve dans la culpabilité d'annoncer. Alice a raison de dire que quand on est par exemple dans une petite équipe, mettons, une de mes salariées tombe enceinte aujourd'hui, je me dis, comment je fais, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, je suis peut-être pas très au fait de… Mais je peux processer, de dire, ça, objectivement, ça va peut-être être difficile, mais en même temps, l'avantage dans une grossesse, c'est que c'est quand même un certain temps et donc on peut s'organiser et ça ne nous tombe pas dessus comme ça. Donc effectivement, l'annoncer tôt, c'est bien parce que, si ça ne va pas, on a un soutien. 2, si le manager peut aussi s'organiser et trouver des solutions. On peut trouver des solutions ensemble pour pouvoir passer le relais, etc. Donc oui, on a un pouvoir de choix et aujourd'hui, il faut aller regarder ce qui est affiché. Il faut questionner si on fait par exemple partie d'un groupe de travail interne sur améliorer la diversité, l'inclusion. Il faut poser ces sujets-là sur la table. Et même si l'entreprise a une moyenne de 30 ans, il y a une problématique quand même, en tout cas, une probabilité très forte que dans les 5 prochaines années, ce sujet va tomber sur la tête du CEO. Donc, il serait bien de s'en occuper et de ne pas faire comme si ça allait enlever la culture d'entreprise, d'avoir des femmes qui potentiellement tombent enceintes. Donc, voilà. Donc, ça, c'est hyper important. Et donc, non, je pense qu'il ne faut pas culpabiliser, il faut s'organiser. Et si l'entreprise ne réagit pas bien, clairement, c'est un sacré signal de dire, vous faites votre congé maternité et vous prenez le plus long truc que vous pouvez trouver. 2, potentiellement, vous faites chance ou vous retrouvez un autre job derrière. Et oui, peut-être que ce sera moins une zone de confort, mais revenir dans un endroit où, de toute façon, on vous aura potentiellement mis de côté ou quoi que ce soit, de toute façon, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable pour vous. Donc, voilà. Donc, je comprends que ça peut être un risque. Qu'on ait la sensation mais ça veut dire que l'environnement de travail n'est pas le bon. Et donc, il faut aller chercher l'environnement de travail qui sera le bon. Voilà.
Après, Caroline, si je peux me permettre, je pense que parfois, il y a des personnes qui retournent dans leur entreprise déjà parce qu'elles ne savent pas forcément quoi faire d'autre. Oui. Elles n'ont pas forcément le temps ou l'énergie parce qu'en effet, bah, quand tu as un enfant qui ne dort pas, ça demande quand même une sacrée disponibilité d'esprit. Et moi, je connais aussi plusieurs personnes qui disent bah, je retourne en entreprise parce que c'est plus facile et je chercherai plus tard. Et Oui. du coup, le plus tard peut durer hyper longtemps et ça peut, en effet, se retourner contre vous. Et donc, la question qui est vraiment à se poser, c'est qu'est-ce que vous trouvez, enfin, qu'est-ce que vous avez à gagner à rester dans votre poste actuel et qu'est-ce que vous avez à gagner à en partir et qu'est-ce que vous avez à perdre à rester, qu'est-ce que vous avez à perdre à en partir. Et c'est vrai que pour ça, faire un coaching et le parcours chance a été conçu pour ça, donc c'est vraiment bien. Ça vous permet de prendre le recul nécessaire pour dire mais de quoi j'ai vraiment besoin, qu'est-ce qui me fait le plus de mal. Et notamment, je répondis sur la question de quel conseil donner aux mamans lors du retour au bureau face à des remarques de collègues déplacés. Ben, en fait, moi, la question que j'ai envie de poser, c'est en quoi ça vous gêne? Parce qu'en fait, c'est leur problème s'ils ont l'esprit fermé et on pourrait dire ben, en fait, je m'en fous. Je les laisse dire dans leur coin et puis en fait répondre, ça peut alimenter aussi, ça peut donner de l'eau à leur moulin. Mais si ça vous touche, c'est parce que ça vient titiller une part de culpabilité ou une part de un truc qui est pas et donc voilà, c'est se dire mais en quoi en quoi l'entreprise qui me convient pas, en quoi la remarque me convient pas, en quoi voilà et se dire ben retour à soi. Et c'est en ça que voilà le coaching peut aider notamment. Oui, après, moi, je pense que quand il y a des remarques qui sont déplacées, une petite remise à la place assez simple et assez assumée, voilà, de dire c'est quoi le problème. Oui, mais ça dépend des personnalités. Non, je suis d'accord, mais donc du coup, d'où revenir au coaching, sur avoir un sens de la répartie, travailler ses réponses. Ouais. Moi, je pense aussi ça peut être utiliser le temps. Si jamais vous ne vous sentez pas hyper à l'aise avec le truc, vous sentez que ça va être compliqué, vous préparez. Si vous devez rester dans l'entreprise pour des questions, ou financières, ou je n'ai pas l'énergie, je suis fatiguée, je ne me sens pas de reprendre, préparez-vous au moins à reprendre dans des bonnes conditions et de pouvoir effectivement garder votre limite. Et la limite, c'est clairement pas d'avoir une remarque déplacée si en plus vous avez pris le temps minimum de congé. Voilà, c'est un fait. J'ai eu un enfant et ce n'est pas un accident et ce n'est pas quelque chose de honteux, c'est quelque chose d'heureux. Et donc, plutôt de communiquer sur le fait que c'est un moment joyeux aussi pour vous. C'est que les personnes vont se sentir un peu mal à l'aise. Hein. Je peux vous jurer que si vous êtes quand même très clairement heureuse d'avoir un bébé et que la personne arrive en disant hey, ça va, t'as glandé. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, c'est quand même assez facile de remettre les gens face à c'est quoi le problème. Moi, j'avais une remarque comme ça parce que le sujet, quand tu reprends à 3 mois et demi ton travail, enfin 2 mois et demi, 3 mois, c'est que moi, je rentrais plus dans mes fringues. Et du coup, quand tu dois, tu vas pas refaire ta garde-robe en disant que de toute façon, tu vas perdre du poids dans les 6 mois ou l'année à venir. Donc, j'avais un jour une robe hyper ample et j'ai un collègue qui m'a fait une remarque dans tout l'open space en me disant ah, mais comment tu t'es sapée aujourd'hui, Alice? Et je pense qu'il voulait pas mal dire, mais moi, comme je savais que j'avais mis cette robe pour cacher un peu mes formes parce que je rentrais dans aucun habit, j'étais hyper vexée. Et en fait, je l'ai remis à sa place. Je lui ai dit, mais attends, je t'en fais des remarques, toi, sur tes fringues? Ou je sais pas, je lui ai dit un truc comme ça. Et en fait, il y a 2 ou 3 personnes qui sont venues me voir après, notamment des 2 hommes, en me disant waouh, t'as bien fait de le recadrer parce que, enfin, ils vont pas dire recadrer, mais t'as bien fait de lui répondre parce que il fait souvent des réflexions à plein de gens sur plein d'autres sujets et que c'était pas que sur les femmes, comment j'étais habillée et ça n'avait, je pense, aucun lien avec le fait que je rentrais de congé mat, sa remarque. Mais que les gens qui vous feront des remarques sur le congé mat, en fait, c'est des gens qui, de manière générale, font des remarques sur des choses parfois un peu déplacées et pas forcément bienveillantes de manière générale, quoi. C'est pas que sur ce là. Et donc, justement, je pense que pour que ça soit préparé aussi, ce retour, il y a aussi beaucoup d'entreprises qui mettent en place, j'allais dire en anglais, mais un coaching de retour de maternité. Donc, c'est un rendez-vous qui se passe un tout petit peu avant la reprise, déjà, on se fixe au départ. Les ambitions et ce qu'on a envie de faire après. Je veux dire, potentiellement, est-ce que je veux garder réellement ce dossier? Est-ce que je veux continuer à investir sur ce sujet? Ou potentiellement, je veux pouvoir évoluer, etc., etc. C'est parfois difficile de se projeter, mais au moins, on met et donc, par exemple, on peut choisir de avoir quand même un minimum d'informations sur ses dossiers préférés ou totalement coupés et ensuite reprendre. Et ensuite, juste avant le congé, refaire un point, état d'esprit, grossesse difficile, on ne sait pas ce qui peut se passer après tout. Il y a parfois des grossesses très difficiles, donc on revient, on peut être usé, avoir eu
des problèmes importants de santé du bébé ou de soi. Enfin, il peut s'être passé des choses. Donc, c'est important de refaire le point. Et ensuite, quand on arrive dans l'entreprise à la reprise, que ça soit très clairement dit, qu'est-ce que je reprends, qu'est-ce que je reprends pas, où est-ce que j'évolue, est-ce que j'évolue pas, et que ça soit communiqué au reste de l'entreprise. On n'a pas genre disparu, quoi. Enfin, je sais pas, genre où est-elle passée pendant 4 mois il s'est rien passé, ou il s'est passé et hop, tout d'un coup, la personne réapparaît par magie. Et donc, voilà, donc cette espèce de lien, je pense que c'est aussi beaucoup à l'entreprise de le proposer. Et après, avec 2 principes, et vraiment adapter. Là, c'est ce que tu disais, Alice, on n'est pas tous les mêmes, donc on n'a pas tous les mêmes envies. Et c'est totalement OK de totalement couper. Enfin, je veux dire, j'ai plein de copines, c'est genre, je ne veux pas entendre parler de mon taf pendant cette période. Moi, j'étais plutôt à quand même avoir un œil pour pas, j'avais pas envie d'être coupée totale, mais j'ai pas travaillé, mais j'avais pas envie d'être coupée, je voulais quand même voir ce qui se passait ou pas, et me dire, bah, qu'est-ce que je reprends en rentrant, comment j'ai envie de le faire. Bon, voilà. Donc, je trouve que ça, c'est très bien quand c'est l'entreprise aussi qui investit ce champ-là et qui le fait également, donc Mathilde, pour répondre à votre question, pour les jeunes papas. Et donc, j'ai l'exemple de Rimena Diaz, qui était la nouvelle, qui était de la première VP Europe de eBay et qui avait mis en place ce Maternity Comeback Coaching et qui l'avait aussi appliqué aux papas parce qu'ils avaient constaté des problèmes de fatigue sur lesquels ils ne s'exprimaient pas parce que eux n'avaient pas le congé et malgré tout, faisaient les nuits blanches. Et donc, il est important aussi, je crois, et ça serait favorable dans l'inclusion globale de l'entreprise, de pouvoir inclure aussi les pères ou le deuxième parent, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus qu'un papa et une maman, donc le deuxième parent, dans ce potentiel accompagnement de retour. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas porté l'enfant qu'on n'en a pas quand même des conséquences de réorganisation quand même assez sévères dans les premiers mois. On a tous vécu, surtout pour la première grossesse, pour le premier enfant. Voilà. Donc ça, je pense que c'est très inclusif. Et c'est ce qu'on dit objectivement aux pères. Il y a eu tout un mouvement en France pour avoir 1 mois de congé. Vous savez que ça va passer dans la loi en 2021. Et donc, ça, c'est important. Voilà, donc, et je pense que ça, c'est à l'initiative aussi de l'entreprise, parce qu'il faut mettre les femmes à l'aise. Il y a des études qui prouvent que les femmes sont plus bankable tant qu'elles n'ont pas d'enfants. Dès qu'elles approchent de la limite d'âge, c'est un peu compliqué. Et dès qu'elles ont un enfant, c'est devenu problématique. Ces études sont démontrées. Donc, je pense que c'est vraiment à l'entreprise maintenant de prendre les devants. Vous savez, c'est comme quand on parle du syndrome de l'imposteur. Bon, il y a une partie qui revient aux femmes, on peut se faire coacher, je suis d'accord, mais il y a une partie qui vient d'un écosystème systémique, qui vient de l'entreprise et de la manière dont c'est fait. Et donc, ce genre de remarque ne peut pas être toléré, en fait, aujourd'hui. Elle devrait être remarquée par des managers et donc, pas sanctionnée, mais juste remarquée comme des remarques qui sont à côté de la plaque. Ouais. Je suis d'accord avec toi sur le rôle du RH et du manager de recadrer quand ils voient qu'il y a ce genre de remarques qui se font pas. Après, on pourrait faire aussi des webinaires sur le courage managérial, parce que le manager voit, mais n'a pas forcément. Enfin, voilà, tout le monde n'ose pas aussi recadrer quand il faut. Et je pense que les coachings, ça se fait de plus en plus, même si c'est vrai que les coachings, on les attribue plus à des managers qu'à des salariés, alors à cause du coût. Mais du coup, c'est quelque chose qui est en train de se démocratiser. Et si votre entreprise vous en propose pas, vous pouvez en demander. Et sinon, manager et RH, vous pouvez aussi accompagner les hommes et les femmes à travers des coachings. Il y a aussi plein de grandes boîtes qui proposent des ateliers de retour de congé maternité. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a un atelier. Ce qui est moins bien, c'est que c'est souvent une journée et un one-shot. Moi, je pense que ce qui peut être fait, si vous voyez vos salariés à leur retour de congé mat, c'est bien de les voir dans le premier mois, mais peut-être aussi au bout de 6 mois. Parce qu'en fait, quand elles reviennent, elles ont un peu la tête dans le guidon. Au bout de 6 mois, on a aussi un peu de recul sur comment s'est passée la reprise. Et souvent, il y a les entretiens annuels qui permettent d'en discuter, mais c'est pas la place de parler que de ça. Puis quand on est en négo pour changer de poste ou pour une négo de salaire, on va pas forcément dire qu'on est épuisé et qu'on trouve plus forcément de sens dans notre travail. Enfin, on n'ose pas forcément lier les deux. Et donc voilà, RH et manager, vous pouvez proposer des entretiens au retour et à 6 mois ou des ateliers, des groupes de co-développement entre femmes ou entre coparents. Ça peut être des choses super où les femmes entre elles vont s'auto-aider sur des thématiques et chacune parle de sa problématique. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place pour accompagner le retour. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est important d'accompagner le retour pour capitaliser sur le recul que les personnes en congé mat ont pris.
et sur tout ce que la maternité leur a aussi apporté dans leur travail. Moi, je sais que ça, quand j'étais en cabinet de conseil, j'ai été beaucoup plus efficace après mon retour de congé mat parce que je voulais partir à 18h. Donc, tout ce que les gens, parfois, ont fait un peu traîner, moi, j'étais beaucoup plus efficace. Enfin, voilà, on a plus de… Il y a certaines qualités qu'on peut développer aussi et dont l'entreprise pourrait bénéficier. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Juliette, qui sont entre-temps. Oui, il y a d'autres questions. En tout cas, merci beaucoup parce que c'est vrai qu'on a tendance à parler de avant, donc l'annonce de la grossesse, l'après, le retour, l'équilibre vie pro, vie perso. Mais c'est vrai que là, ce qui est super, c'est qu'on a aussi parlé du pendant. Ce que Caroline disait de si on souhaite garder le lien ou non, préparer son retour, dire si on souhaite évoluer quand on reviendra en entreprise, etc. Et c'est vrai que ce moment-là, il ne faut pas l'oublier aussi. Et c'est vraiment le choix à chacune de décider si, en effet, on souhaite garder un lien ou, au contraire, tout couper. On a des questions, par exemple, donc Sarah qui parle du mismatch entre le culture-valeur, entre donc moi, personne, et les collègues. Finalement, est-ce que changer d'entreprise, c'est vraiment la solution? Est-ce que c'est cette solution-là si on peut se permettre, en effet, si on a des raisons financières de carrière, ou au contraire, en fait, c'est plutôt de travailler sur nous, travailler de sa résilience. Où est-ce qu'on peut placer le curseur? À quel moment on décide que c'est non, en fait, c'est l'entreprise ou non, en fait, c'est moi, je dois travailler sur moi? Alice, tu veux répondre Ouais, en fait, je pense que c'est… je pense qu'il n'y a pas une réponse générique. Ça dépendra des personnes. Alors, je sais que c'est un peu une réponse de Normand. Désolée pour les Normands, mais ça dépend. Parce que parfois, vous allez vous rendre compte qu'en travaillant un peu sur vous, vous allez vous rendre compte qu'en fait, l'entreprise, elle vous plaît. Et puis, parfois, vous vous rendrez compte qu'en bataillant, l'entreprise ne vous convient pas. Il y a d'autres fois, l'entreprise, en fait, ça sera OK, mais c'est le job qui vous ira pas. Donc, c'est vraiment toujours prendre ce temps de recul et dire mais il est où le problème? C'est quoi vraiment moi, j'avais fait un exercice, on est en pratico-pratique, en coaching, quand je m'étais fait coacher aussi, c'est tu fais la liste de tous tes problèmes, tout ce qui va pas, puis après, tu essayes de prioriser. C'est quoi qui va vraiment pas, en fait, dans tout ce qui va pas. Et puis après, voir s'il y a des choses qui se regroupent. Dans toutes les choses qui vont pas, je me rends compte que c'est mon équilibre de vie. Voilà, moi, j'animais des formations et j'avais des déplacements partout en France. Bon, il y a un moment donné, soit tu es formateur, soit tu es… Donc, en réduisant mes déplacements, du coup, c'est mes collègues qui sont récupérés tous les déplacements que je faisais plus en dehors de l'Île-de-France. Donc, forcément, eux, ça leur convenait plus. Donc là, c'était même pas une histoire de métier. Enfin, c'est pas une histoire d'entreprise, c'était une histoire de comment je voyais mon métier. Et donc, je me mets à mon compte et donc, à mon compte, je peux choisir mes clients. Vous voyez, donc parfois, c'est l'entreprise, parfois, c'est le métier, parfois, c'est la manière dont vous exercez votre métier. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut se poser toutes ces questions-là pour trouver la réponse qui vous convient. Oui, moi, je pense aussi que c'est une question de curseur. Objectivement, s'il n'y a pas de gros frein, c'est-à-dire un grand danger financier ou autre, je veux dire, qui vraiment vous met en péril, une entreprise qui n'est pas en ligne avec vos valeurs, c'est pas un endroit où vous pouvez être bien. Donc, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an, mais il faut processer là. Enfin, il faut y aller. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, est-ce que ça soit ma manière radicale, c'est-à-dire que quand j'étais plus heureuse, en 2 mois, j'ai décidé, je me suis un peu mis en danger. Je dis à la personne, je veux plus travailler avec toi, donc je me casse. Dans 2 mois, je suis plus là, j'avais rien. Alors, objectivement, c'est un peu n'importe quoi de faire ça, on est d'accord, quand on a 2 enfants. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est horrible, on est en France, on a un pays merveilleux pour ça. C'est-à-dire que ça va pas, vous négociez une rupture, vous avez un moment pour réfléchir, vous avez un CPF pour vous financer des formations, excusez-moi, je ne vais pas faire la pub de chance, mais chance ou autre, un coaching, n'importe quoi. Il y a un moment donné, quand on n'est pas heureux, ça va forcément rejaillir sur votre famille, votre vie, vous. Voilà, la question pour moi, c'est le bien-être. Elle est où la limite? Ça vous rend très malheureuse ou c'est OK, je peux encore continuer. Mais n'attendez pas d'avoir coché les gars ou du bore-out ou du burn-out ou de je ne sais pas quoi, ni parental, ni maintenant il y en a on a des burn-out de tous les côtés. Mais je veux dire, objectivement, quelqu'un qui n'est pas heureux, ça fait ni un bon employé, je veux dire, ni quelqu'un qui va derrière redonner, quand on a un enfant en bas âge, tout est absorbé. Je veux dire, vos enfants, ils absorbent tout de vous. Enfin, je veux dire, donc ça, c'est important. Et après, ça crée des problèmes de couple, on n'est pas aligné, on n'est pas heureux, etc., etc. Donc, je pense que c'est vraiment la limite, c'est de dire,
une sécurité, parce que ça c'est important, franchement, donc se sécuriser. Une fois qu'on est sécurisé, on regarde le degré, je ne vais pas dire le bonheur, ça ne se recherche pas, hein, mais ça se ressent. Donc, je veux dire, c'est OK ou c'est pas OK avec vous. Si c'est pas OK, franchement, vous allez chercher des gens dans votre réseau pour parler du problème. Vous trouvez 3 mentors pour vous aider et vous aider à aller trouver peut-être le prochain job qui ira. Vous faites potentiellement coacher. Vous ne laissez pas aller parce que, je veux dire, il est hors de question d'être malheureux, quoi. Enfin, malheureuse, je veux dire, c'est pas possible. C'est vrai que ça fait peur et moi, je parle d'expérience, demander de l'aide. C'est quelque chose qui pour moi est très compliqué et que j'ai appris aussi à force d'un travail sur moi, aller demander de l'aide à des amis pour garder les enfants quand tu as des réunions plus tard, aller demander de l'aide parce que ça va pas dans ton travail et que tu sais plus comment t'en sortir, aller demander de l'aide parce on n'arrive plus à gérer le temps et que c'est quelque chose d'hyper important. Et c'est vrai que ça fait peur et que parfois, parce qu'on a peur, on préfère pas regarder le problème en face du tout. Parfois, se faire le parcours chance, se faire coacher, peu importe, ça vous fait pas partir tout de suite de votre travail. Et qu'en fait, faut le voir en petits pas. Le premier pas, c'est constater que là, en fait, ça va pas et qu'il faut que quelque chose change. Le deuxième pas, c'est de trouver quelqu'un qui va vous aider à prendre ce recul si vous n'arrivez pas à le faire tout seul. Le troisième pas, c'est de commencer un travail sur vous pour voir où est le problème. Et voilà. Et ça peut prendre 2 semaines, comme ça peut prendre 6 mois ou 1 an. Mais en effet, et moi, c'est ça, je disais, qu'est-ce que vous voulez transmettre à votre enfant? Si vous n'êtes pas épanoui dans votre travail, si vous ne savez pas, si la seule raison qui vous pousse à vous lever le matin, c'est le salaire à la fin du mois, ça peut rejaillir vraiment sur vos enfants et votre vie de couple. Et donc, pour ça, je suis d'accord avec Caroline, il faut faire quelque chose. Quoi, ça même chose pour votre conjoint, hein. Enfin, je veux dire, ou votre conjointe, hein. C'est exactement la même chose. Hein. Je veux dire, c'est pas une question d'être. C'est les mères qui se posent ce genre de questions. Non. C'est l'environnement de travail. Est-il accueillant? Est-il bienveillant? Il n'est pas bienveillant. Il y a un sujet parce que c'est pas un endroit où vous pourrez progresser. Ça veut dire que de toute façon, vous êtes vu comme un problème. Comment voulez-vous qu'on propose une promotion à quelqu'un qui est vu comme un problème parce qu'elle a eu un enfant? Enfin, je veux dire, objectivement, c'est plus qu'un mismatch. C'est juste que c'est pas le bon endroit. Et donc, voilà, je pense que la mise en mouvement avec les aides proposées, n'hésitez pas à demander de l'aide. Et avec des gens que vous avez eu dans votre network aussi, c'est pas forcément des amis. Moi, je pose des questions à un moment donné quand je suis en difficulté. Je veux dire, c'est une difficulté qui n'est pas personnelle, elle est professionnelle, votre difficulté, elle n'est pas personnelle. Ce n'est pas un problème d'avoir un enfant, on est d'accord. Donc, elle est professionnelle. Donc, de ne pas hésiter à aller réactiver des gens qui vous ont inspiré, qui ont eu des enfants, qui ont progressé. Interrogez-les. Ayez des conversations avec elles. Je vous jure que les femmes sont là-dessus très solidaires, surtout si vous avez déjà noué un lien. Avant, je ne vous parle pas d'aller abrocher la première personne venue. Je parle des gens que vous avez eus dans votre carrière, potentiellement, etc. Donc, de réactiver ça en mode mentor, en mode j'échange et je vois quelles sont mes possibilités. Voilà. Et donc, ça, c'est un truc qu'on ne sait pas faire, nous les femmes. Hein. C'est un truc qu'il faut qu'on apprenne à faire. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est vraiment une part dans notre plateforme, on a une partie de matching où on vous facilite le travail. Donc, on facilite en fonction des intérêts. Mais il n'empêche qu'il faut apprendre à le faire à titre personnel. Je veux dire, moi, c'était un truc, pour vous dire mon changement, je vais vous raconter comment c'est passé quand je suis partie de la ville de Paris. J'ai fait campagne avec une fille qui est devenue la présidente de Paris Pionnière, donc Willa. Je l'avais adorée. Et j'ai vu qu'elle est devenue présidente, et puis tout à coup, j'ai fait plouf, je l'ai appelée, j'ai dit, en fait, je veux le job, quoi. Je dis, je pense que je t'ai adorée, j'ai adoré travailler avec toi. Enfin, pendant la campagne, c'était pas un travail, hein, mais je me dis, tu m'inspires, est-ce qu'on peut se parler? Voilà. Donc voilà, donc il faut pas hésiter aussi à prendre un peu de culot. De toute façon, au pire, vous restez dans votre boîte, et c'est OK, c'est la cata. Au pire, vous restez dans votre boîte, ou comme le demande Aurélie, au pire, vous négociez effectivement une rupture conventionnelle. Alors après, si vous êtes vraiment dans le temple de l'entreprise toxique par sadisme, on vous la refuse. Mais aujourd'hui, franchement, qui a intérêt? L'employeur, il est protégé. Il n'a pas intérêt à aller au licenciement ou vouloir faire une procédure vexatoire. Vous venez de congé maternité, objectivement, vous êtes protégé sur tout. Si on vous harcèle, c'est prud'homme direct. Donc, aujourd'hui, si ça ne va pas, vous négociez une rupture, vous avez votre chômage, vous réfléchissez et vous vous reposez un petit peu avant de réactiver quoi que ce soit. Et ça peut être l'arrêt de travail à court terme, aussi, avant le prud'homme. Voilà, c'est un arrêt. Vraiment ça signifie très clairement une problématique forte.
vous prenez le temps de vous ressaisir. Et je pense qu'il faut sortir de cette culpabilité d'annoncer l'enfant, culpabilité de demander la rupture, culpabilité de tout. Les femmes sont coupables de tout. On est coupables de tout. Il faut arrêter. Enfin, je veux dire, ça suffit. Je me permets juste de rebondir parce que j'ai été interpellée sur une question que l'œil est tombé dessus, Juliette. Tu m'as dit de pas les lire et que tu gérais. Tombé sur un petit @Alice de Élise, parce qu'Élise pose une question sur comment on se bat par rapport à la réunionite, par rapport aux horaires et à garder cet équilibre vie pro, vie perso. Moi, déjà, j'ai choisi de me mettre à 4/5e à mon deuxième enfant, à l'arrivée de Clément. Donc déjà, assumer un 4/5, enfin, demander un 4/5e, j'ai pris mes mercredis, mais du coup, toutes les réunions qui tombent un mercredi, comment tu les gères? Et donc, ça arrive aussi le soir. En l'occurrence, le soir, et le mercredi, j'ai pas le choix, j'ai les enfants. Donc, je peux même pas dire oui, parce que si je dis oui, mes enfants, personne va les chercher. Bon, en l'occurrence, c'est pas vrai, parce que là, en ce moment, leur père est à fond et il s'est mis à son compte aussi pour profiter de ses enfants. Donc, comme quoi, c'est aussi possible que le père le fasse. Mais je pense que ce qui est important, c'est quel est le no-go, votre limite à vous. Et une fois que vous avez votre limite, c'est facile à dire. Par rapport aux valeurs, par rapport à comment on vous parle, par rapport aux horaires, par rapport à tout. Et moi, le mercredi, c'est mon jour avec les enfants. Donc, les réunions qu'on me proposait, je disais non. Tu n'es pas obligé de dire non, je suis avec mes enfants. Tu dis, là, je suis pas dispo. Et je proposais systématiquement d'autres créneaux. Et je me débrouillais pour être celle qui organise les réunions pour pouvoir choisir les créneaux. Et quand je pouvais pas moi choisir les réunions, du coup, je disais que j'étais pas dispo. Et puis, soit la réunion, elle se fait sans moi, soit on trouve un autre créneau. Et en fait, c'est ce que tu disais, Caroline, sur arrêter de culpabiliser, de dire, ah mince, mais il faut absolument. Alors, il y a quelques réunions où j'avais envie d'assister, où c'était important pour moi d'y être. Donc, j'ai demandé à mon mari s'il pouvait s'occuper des enfants ce soir-là ou ce mercredi-là. Si mon mari ne pouvait pas, j'ai demandé à ma mère, à ma belle-mère, enfin, à des amis. Et c'est là où je dis s'entraider. Demander de l'aide. Si c'est important pour vous, une fois, c'est OK. Mais si en fait, dès le début, vous dites oui, après, c'est facile de se laisser complètement déborder. Après, il y a des méthodes. Hein. Moi, aujourd'hui, j'ai un Calendly. Je sais qu'il y a Juliette qui travaille avec moi sur la partie vente chez 50. Elle sait les créneaux. Alors, si vraiment c'est urgent, je veux dire, ça en dépend de la boîte, évidemment. Malheureusement, je fais trop d'incursions. Enfin, parfois, je lâche trop, quoi. Mais donc là, j'essaye, moi, vraiment de m'imposer des trucs parce que sinon, effectivement, c'est impossible. Donc, je veux dire, je pense que vous pouvez. Par exemple, vous avez un Calendly, vous bloquez tous vos créneaux. Moi, il y a peu de créneaux après 17h30. Je le garde que pour les États-Unis de manière exceptionnelle. Et c'est pas négociable parce que sinon, je fais effectivement personne pour aller chercher. Comme j'ai choisi de travailler un peu à la maison là en ce moment, j'ai relâché pour la première fois de ma vie sur une garde et tout ça le soir. Et donc voilà, j'ai bloqué l'agenda. Donc effectivement, pour moi, c'est d'autant plus difficile que je suis entrepreneur. Donc c'est une vente de moins. C'est clairement parfois des moments de stretch où je m'impose. Donc, je suis pas encore la meilleure là-dessus. En revanche, même pour mes employés qui n'ont pas d'enfants, on a eu cette discussion. Il n'y a pas de réunion après 18h30. Vraiment, il n'y a rien qui impose une réunion aujourd'hui à 18h30. Je veux dire, c'est pas voilà. Et pour le travail, en revanche, ce qu'on a dit, c'est que la communication doit être asynchrone. Par exemple, notre CTO, mon associé, il garde ses enfants le mercredi. Et donc, il a besoin parfois d'aller travailler à un autre moment de la journée, le soir, etc. Donc, ce qu'on a dit, c'est que la règle, c'est on coupe Slack. La majorité des communications ne peuvent pas avoir lieu après 20h ou après 18h30 ou 19h. Mais si jamais il y avait un besoin, parce que c'est le moment où il peut travailler et que c'est très difficile, vous ne pouvez pas programmer un bot pour pouvoir partager comme dans les mails où vous pouvez d'envoyer les mails le lendemain matin à 8h30, eh bien, on peut le faire de manière, parce que c'était le moment où vous pouvez travailler vous, mais les autres, en revanche, ils doivent s'arranger pour que leur notification soit coupée. Ça ne sera jamais regardé avant le lendemain matin, etc., etc. Et donc, voilà. Et donc, ça, c'est une discipline d'entreprise. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, et on essaie de respecter. On a dit la charrette peut arriver. S'il y a charrette, on est communément dans la charrette. Ça veut dire qu'on sait qu'il y a un moment de charrette, mais la charrette ne peut pas être permanente. Voilà. Donc, les journées sont denses. Ça, c'est clair. Mais la charrette ne peut pas être permanente. Et on ne travaille pas le week-end. Je veux dire, sauf méga charrette, ça arrivait une fois. Et encore, limite, c'est les fondeurs qui ont pris les trucs. Mais moi, ce que je demande maintenant à mes employés, c'est de respecter aussi mon temps.
Parce que la tentation, c'est aussi de venir tout le temps me demander un truc quand je suis pas dispo, machin, etc. Du coup, moi, je nique mon temps avec mes enfants et je les vois pas. Et donc, je leur dis, bah, c'est pareil, vous devez respecter, moi, je respecte votre temps. Je viens pas vous embêter à 20h30 ou le week-end, parce que je ne vais pas venir vous embêter sur ces temps qui sont des temps de vie personnels. En revanche, je vous demande, quand moi, j'affiche que je suis off, de respecter ce temps, parce que déjà, je sais que je suis pas très bonne en temps, et mes enfants m'écoutent, donc c'est bien, parce que ça fait thérapie familiale. Elles savent que j'ai beaucoup de mal à me décrocher, les téléphones, machin, c'est devenu un sujet en soi, elles en ont marre, c'est épidermique, et donc moi, j'ai essayé de m'améliorer là-dessus. Je suis très mauvaise pour l'instant, je le vois. Ce que tu dis, Caroline, moi, ça m'évoque vraiment ce sujet des limites, que ce soit dans sa vie familiale, perso, pro, par rapport au congé mat ou pas. Et que si toi, quand tu dis c'est mon temps pour moi ou vous me dérangez pas, si à chaque fois qu'on te sollicite, tu réponds. Ouais, mais non, mais là, tu lui dis non, je te donne pas de bonbons et tu lui en donnes, bon, bah, c'est-à-dire que la prochaine fois. Non, mais c'est clair, je me suis fait arnaquer, j'arrête là. Mais vous voyez, c'est mon premier jour où j'ai décidé d'arrêter. Donc, voilà. Et du coup, c'est toujours engagement pour vous tous. Et je lisais notamment par rapport au 4-5e, ce sentiment d'être nul, par rapport à ses collègues qui travaillent à temps plein, notamment par rapport aux collègues qui n'ont pas d'enfants et qui, du coup, parfois surinvestissent la vie aussi professionnelle, qui ont des avancées de ouf. Et moi, je dis à un moment, c'est qu'est-ce que vous êtes OK, c'est quoi votre limite personnelle? Dans quelle mesure c'est OK de se sentir nul, en fait? Parce que pour moi, ça, c'est pas OK. Et donc, si vous vous sentez nul, si vous vous comparez, c'est qu'à un moment, il faut dire stop, ça, c'est pas OK. Je change quelque chose dans ma vie pour être OK avec ce que je ressens. Soit je change de collègue, soit je change d'amis, parce qu'à un moment donné, si ces amis se font culpabiliser, c'est peut-être pas des vrais amis. Soit je parle à mes amis, ou je parle à mes collègues. Et si l'entreprise m'autorise pas le 4-5e, peut-être je considère changer d'entreprise. Enfin, mais c'est pour moi, c'est vraiment toujours cette éthique personnelle et ce respect de soi, de ce qui est important pour vous et de ce qui est OK pour vous. Si vous, le mercredi, vous voulez passer du temps avec vos enfants, c'est le mercredi avec les enfants et vous trouvez l'écosystème qui va bien. Ça paraît facile à dire comme ça, c'est quelque chose qui se construit un peu à peu. On décrète pas se sentir nul, on décrète pas, c'est pas par choix qu'on se laisse déborder, qu'on n'arrive pas à trouver le bon équilibre vie pro, vie perso. Si on fait ce webinaire et qu'on a 80 personnes qui le suivent, c'est bien qu'il y a un vrai sujet. Donc là, c'est facile. Nous, on en parle avec Caroline parce qu'on a mené ces combats-là et on a trouvé aujourd'hui une forme d'équilibre et encore, il y a plein de choses. Moi, là, ça va pas du tout, il faut que je continue de travailler. Donc, c'est facile à dire une fois qu'on a un peu dépassé la montagne, une fois qu'on est en haut de la montagne, de dire « Ah ouais, la vue, elle est sympa, en fait, les filles, qu'est-ce que vous foutez en bas ?» Mais on sait que gravir cette montagne pour arriver là où vous voulez aller, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande des efforts. Parfois, on a l'impression qu'on n'a plus d'énergie à donner, on n'a plus d'efforts à donner quand on se sent pas bien. Mettre en plus toute cette énergie-là pour encore un truc, faut perdre le poids, faut changer de boulot, faut parler à mon mec, ça va pas du tout, il y a un moment, ça peut être aussi beaucoup. Et donc, dans tous les sujets qu'on trouve autour de la maternité, ce qu'il faut gérer, c'est dans les choses à travailler, se poser sur quelles sont vos priorités, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important. Ça, c'est vraiment quelque chose de la matrice d'Eisenhower. On en parle en école de commerce, mais en fait, personne ne la connaît, personne n'applique ça dans sa vie. Qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important? Si je commence par faire les choses qui sont urgentes, mais pas importantes, les choses importantes, elles passent à la trappe. Ou alors, on les gère que quand elles sont urgentes. Et donc, c'est vraiment comment je peux trouver un équilibre de vie, trouver le bon équilibre pour vous, et que ce soit avec les enfants, la vie sociale, associative. Je lisais que quelqu'un revenait d'une année sabbatique. La question se pose pareil pour le retour en entreprise. Personne vous demande comment s'est passée votre année, ce que vous avez appris. Les gens qui vont faire des MBA, qui partent pendant un an, ils reviennent, ils font la même chose, comme s'ils n'avaient rien appris pendant leur MBA. Il y a plein de choses qu'il faut faire changer. Mais à chaque fois, c'est dire, moi, qu'est-ce qui est OK pour moi? Quels sont les combats que je veux mener? Quelle est l'énergie dont je dispose pour mener ces combats-là? Et je priorise mes combats par rapport à l'énergie que j'ai pour pas me retrouver en stress, quoi. Il y a d'autres questions, donc on va peut-être essayer de répondre. Question de haute. Juliette, tu veux poser la question sur Oui, alors il reste que quelques minutes. De manière courte. On avait une question de Soumaya également, que là j'ai devant les yeux, qui est: peut-il être une bonne option d'avouer d'entrée à notre manager que nous souhaitons avoir un deuxième enfant rapproché? Alors déjà, je pense qu'il faut arrêter les mots genre avouer, parce que tout est. Je ne suis pas psy de service, mais je pense qu'il n'y a pas d'aveu, quoi. Enfin, c'est votre choix, quoi.
Enfin, je veux dire, sincèrement, je veux dire, c'est un choix. Vous avez décidé d'avoir des enfants. Il n'y a pas de… Enfin, Alice parle, mais franchement, pour moi, ce n'est pas un aveu. C'est un choix. Moi, je trouve que moi, je le dirais pas parce qu'en effet, il y a rien à avouer et puis on ne sait pas si l'enfant il viendra de manière rapprochée ou pas. Hein, aussi, il y a la nature. Il se peut que l'enfant arrive tout de suite ou que ça mette un peu de temps. Après, moi, je trouve que j'ai déjà entendu des managers, enfin des histoires de managers qui demandent à leurs salariés ou alors est-ce que vous comptez avoir en entretien, est-ce que vous comptez avoir un enfant dans les prochains mois? Ouais. Je pense que là, la question qui va se poser, c'est de lui répondre la question, de dire en quoi c'est un problème? En quoi est-ce que en quoi ma réponse vous impacte, mais plus pour comprendre, lui dire je ne sais pas en fait, mais pourquoi me posez-vous la question? Parce que je sais même pas si c'est légal de poser cette question. Donc Et puis après, en fonction de la réponse qui va vous amener, dire parce que moi là j'en ai 3 qui sont en congé mat, ça me mettrait dans la merde, donc je préfère que vous le fassiez pas. Si vous êtes en entretien, dites-vous est-ce que vous avez vraiment envie de bosser avec cette personne avant tout, et puis d'aller dans cette entreprise-là. Après. Moi, quand j'ai postulé dans le cabinet de conseil, quand j'ai eu mon deuxième enfant, une fois que j'ai annoncé que j'étais enceinte, il y a une collègue qui m'a dit je l'avais dit à notre manager, t'as 32 ans, t'as déjà un enfant qui a 2 ans, c'est sûr dans l'année elle est enceinte celle-là. Donc elle l'avait dit à mon manager, ils m'ont recruté quand même. On peut jamais savoir quand les nanas vont tomber enceintes. J'ai un feedback toujours de Rimena, elle m'a raconté cette histoire que je trouvais formidable. Elle avait décidé de nommer à la tête d'une unité, d'une direction de 100 personnes, une jeune femme. Cette jeune femme lui a répondu, Rimena, tu sais, je compte bien avoir un enfant. Elle lui a dit, mais t'es enceinte? Non. Mais je veux dire, tu planifies le truc là, now, ou c'est quoi enfin, même juste pour poser la question, parce qu'elle voulait juste savoir, elle lui dit non. Elle dit, non, je vois pas le problème, parce que de toute façon, moi aussi, je suis une femme et un jour, je tomberai enceinte. Donc, en gros, prends le job. Invente pas. Enfin, voilà, donc prends le job. Parce qu'en fait, tout le monde peut tomber enceinte. Déjà, il peut y avoir des accidents. Vous savez même pas si votre enfant, vous allez réussir à l'avoir le deuxième aussi rapidement. Je veux dire, la nature peut décider aussi pour vous. Donc, pourquoi se faire des nœuds au cerveau quand vous ne savez même pas? Je veux dire, potentiellement, ok, vous allez essayer. Ça se trouve, ça ne marchera pas en plus. Donc, je veux dire, qu'est-ce qu'on va anticiper un truc sur lequel, donc si on vous pose la question, retournez la question. Oui, je pense que c'est toujours bien de retourner et de rester très silencieux. Ça, c'est difficile pour les femmes, mais silencieux. On écoute et du coup, on laisse l'autre s'empêtrer dans ses explications où il va se sentir super, ou elle va se sentir, parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui sont problématiques par rapport à ça, malheureusement, mal à l'aise. Laissez-les s'empêtrer dans le truc. C'est totalement illégal de poser la question. Donc, laissez-les s'empêtrer dans le truc. Voilà. Moi, sincèrement, c'est comme ça que je le ferai. Voilà. On ne sait pas, on n'est pas mère nature, pour le coup, on ne sait pas ce que va décider la nature pour nous, donc laissez et allez-y, avancez, quoi. Hein? Merci beaucoup, Caroline et Alice. Je veux juste qu'on prenne le temps de répondre à cette dernière question de Aude, qui est vraiment intéressante avant qu'on conclue. Donc, si je comprends bien, donc Aude avait quitté son poste l'an dernier, elle s'est reconvertie, elle s'est formée et elle est tombée enceinte pendant sa formation. Et donc, du coup, elle va se mettre à chercher un métier pour lequel, forcément, elle ne maîtrise pas forcément toutes les notions, ou du moins pas beaucoup d'expérience. Donc, elle nous demande: comment me conseillez-vous de me positionner sur une nouvelle fonction après une pause, entre guillemets, qui m'aura en plus empêché de me mettre en pratique le contenu de ma formation, du moins pas à temps plein? C'est peut-être Alice. Moi, je veux juste répondre sur un point, c'est que quand on fait une pause, on le fait pour une bonne raison. Et je vois beaucoup de femmes qui me contactent, même à Dublin ou à Londres ou en France, qui me disent je suis data scientist, je fais ça depuis 10 ans, là j'ai changé de job, mais cette pause, en fait, on me pose la question et c'est problématique pour les employeurs. Moi, j'ai vu des femmes qui commencent à afficher leur break, clairement affiché, c'est aussi notre choix, quoi, sur leur LinkedIn. J'étais en pause, point. J'étais en pause, j'ai pris ce break pour moi. Je veux dire, j'en avais besoin et ça s'explique. Donc, vous revendiquez ce break. C'était une nécessité absolue. C'était un choix. Et donc, ce n'est pas un problème, encore une fois. Et le deuxième point, alors ça, c'est très problématique, la reconversion, je pense notamment en France. Donc là, ça demande d'aller chercher des entreprises qui ont la capacité, et là, je le dis au titre d'une petite structure, de vous former. Il n'y a pas 25 entreprises, malheureusement, en France qui ont les moyens d'avoir des universités internes pour continuer à vous former et vous apprendre. Et donc, il faut quand même une taille d'entreprise assez importante pour pouvoir le faire. Donc, je ne sais pas dans quel métier vous êtes reformé. Je vais décider de me former en tant que développeuse web. Donc là, je connais bien le problème. On a énormément de femmes qui se forment sur des formations courtes de 6 mois.
et qui, du coup, ont du mal à trouver derrière un emploi, voilà, parce qu'on va les prendre à 1 an, 2 ans d'expérience dans le web en France. Donc, c'est justement le genre de conversation qu'on a, par exemple, en ce moment avec une société comme Orange qui a créé Orange Campus, qui continue à former en interne. Il y a très peu d'entreprises en France qui ont la capacité, donc malheureusement, c'est proche du CAC 40. Alors, c'est pas forcément celle qui vous excite le plus pour l'instant, mais en même temps, il y a parfois des super jobs et des opportunités à saisir aussi chez des AXA, qui vous cherchent en plus, qui cherchent ça, qui cherchent, je sais qu'on va en Sogé, tout ça, ils cherchent les femmes absolument, quoi. Je veux dire, absolument, ils ont besoin, ils sont même prêts à créer ils prennent des stagiaires maintenant 50-50 pour être sûr que les femmes, ils les feront progresser derrière. Donc, je pense qu'il faut regarder les entreprises qui ont la capacité de vous former. Après, quand on fait une pause, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien fait. Est-ce que vous avez développé des choses? Si vous avez appris, vous avez peut-être envie de geeker un tout petit peu, même si vous avez un congé maternité. Je ne sais pas, vous avez peut-être créé un site sur la naissance de votre enfant, je ne sais pas. Les petits projets que vous avez pu mener, même si je sais que ce n'est pas un congé, hein. Franchement, c'est du taf. Et ben peut-être que vous avez pu faire des choses quand même. Si vous les avez, créez un petit portfolio pour montrer ce que vous avez fait. Et objectivement, orientez-vous vers des entreprises qui ont la capacité donc des grosses équipes qui ont la capacité de vous former, qui ont affiché des objectifs très ambitieux pour avoir plus de femmes dans le numérique. Malheureusement, c'est un vrai sujet et c'est un sujet sur lequel nous, on bosse chez 15 Tech. On ne peut pas appeler les femmes à se reconvertir en masse dans le web et dans le numérique aujourd'hui sans leur trouver des opportunités d'emploi une fois qu'elles ont fait le choix d'une formation courte de 6 mois, évidemment qui ne sera pas assortie de pratique. Donc voilà. Donc ça, là-dessus, voilà. J'adore ta réponse, Caroline, parce que moi j'aurais dit, moi j'aurais dit complètement autre chose, mais du coup je pense que c'est hyper intéressant de voir plusieurs approches, parce que moi je trouve que souvent j'ai fait beaucoup de recrutement et en fait les gens qui ont fait des pauses, souvent ils essaient de les justifier ou de les expliquer, et du coup on n'entend que ça dans les lettres de motivation ou en entretien. Alors en fait ils n'en parlent pas. Non, mais si tu l'as fait sur ton LinkedIn et que c'est pas un sujet, la personne pose des questions dessus. Exactement. Donc, tu l'as revendiqué, c'est officiel, c'est pas un truc que tu caches. Il n'y a rien de pire qu'un CV où il y a un trou, on ne sait pas ce qui se passe au milieu. Non, mais tu vois, la conversation se concentre là-dessus. Tu vois, si c'est sur ton LinkedIn, mais en fait, je pense que c'est intéressant de voir ce qui met chacune à l'aise, parce que moi, je trouve que, en fait, si tu dis, j'ai fait ma formation, je me suis reconvertie et maintenant je cherche du boulot. En fait, on s'en fout que tu aies fait une pause de congé mat. Tu vois, tu peux choisir de l'afficher ouvertement et de dire, moi, j'ai fait un congé à un enfant et j'ai développé tel projet, ou rien, j'ai juste rien développé, j'ai juste fait mon enfant et c'est aussi OK. Mais je trouve que, moi, je trouve ça hyper culotté et j'adore ce truc de je revendique le truc. Mais aussi, tu peux te dire, voilà, je me suis formée à ça. Maintenant, je cherche un boulot dans tel domaine. Et en entretien, si on te dit, là, je vois que du coup, vous avez fait quoi depuis la fin de votre formation? J'ai eu un enfant, mais du coup, là, j'ai hyper envie de mettre à profit ma formation. Et en fait, pour moi, tout ça, ça revient toujours à l'histoire des croyances. En fait, quand tu crois qu'il y a quelque chose qui est problématique, souvent, ça devient problématique dans ta vie. Si tu crois que annoncer à ton employeur que tu as un enfant, ça va le gêner, forcément, tu vas l'amener, tu vas lui proposer une réunion de manière un peu gênante et du coup, le mec sera gêné, du coup, tu seras gêné et du coup, ça sera gênant et tu diras, je savais bien que c'était gênant. Ou si tu dis, en fait, c'est un non-événement, je vais demander ma rupture conventionnelle, je vais faire ci, je vais postuler même si j'ai pas le job. Et en fait, si tu crois que si vraiment en vous, c'est inscrit que c'est OK, vous allez en parler comme si c'était OK. Et donc, pour les gens en face, ça sera OK. Et si vous posez une question, vous débinez pas, vous dites, ouais, j'ai eu un enfant, puis voilà. Merci beaucoup Alice et merci beaucoup Caroline pour cette conversation qui pourrait en tout cas durer, je pense, des heures et des heures. Merci à toutes et peut-être à tous de nous avoir écoutés, d'avoir posé ces questions. C'était des échanges vraiment très riches et n'hésitez pas à nous contacter. On va avoir une page qui va récapituler tout ce qui s'est dit pendant ce live, un article très intéressant. Et puis, on va aussi également vous donner du contenu sur Chance si jamais vous sentez ou vous avez le besoin de vous poser toutes ces questions et vous ressentez le besoin de vous faire accompagner sur des sujets de reconversion et de questionnement professionnel. Et voilà. Puis, on parlait de demander de l'aide et de mentors et tout. Si vous avez besoin, Caroline et moi, on est aussi dispo pour continuer à répondre à des questions. Si vous avez des sujets qui n'ont pas été abordés, si vous n'avez pas osé poser une question, si votre question n'a pas été retraitée, n'hésitez pas, quoi. Sur LinkedIn ou par mail, je ne sais pas, via Juliette, N'hésitez pas. On vous surtout, remercie. Aurélie, n'hésitez pas à nous contacter. J'ai vu que l'histoire est un peu dure, donc
n'hésitez pas à contacter Alice ou moi ou Juliette sur la situation pour qu'on puisse éventuellement vous donner des conseils. On est désolé de ce qui vous est arrivé. Et puis, vive les bébés aussi, hein, parce que si on est toutes là, a priori, il y a des enfants en devenir, en cours, nés ou à naître. Donc, voilà, les bébés, vive les enfants. Vive les petits gigots. Et neurone tordue au retour de congé maternité, j'ai vu qu'Élise posait des questions. C'est tout à fait normal, mais ça revient. Parce qu'on a une plasticité cérébrale absolument merveilleuse. Donc, et ça, c'est des scientifiques. Faites confiance à la neuroscience, ça revient. Et faites-vous confiance. Merci beaucoup. Allez, au revoir. On vous souhaite un très bon après-midi. Au revoir. Au revoir.